Bon, et bien là, je vais tâcher d'en finir avec cette vidéo. Euh, donc, donc j'en étais euh, au gréement, au gréement euh, du mât, enfin en dormant, donc au niveau des espars, où la longueur normale donc, du mât, euh, conformément au plan, eh bien, est de 12 mètres, c'est-à-dire ici, voilà, voilà, c'est-à-dire jusqu'à la hauteur du pouce, là. Voilà, donc à 12 mètres, toujours pour des raisons de poids et de résistance, eh bien, ça sera trop. Et 10 mètres, c'est-à-dire là, ça n'est pas assez. Parce que là, la surface de voile, par rapport donc au plan d'origine, au plan d'architecte, eh bien, sera trop réduite. Alors là, je ne cherche pas à avoir un voilier rapide. Ce n'est pas du tout le but de l'Astago, de cette immense navigation que la vitesse. Mais bon, ce n'est pas non plus le but de ne pas avancer du tout. Voilà. Parce que un mât donc, dont la longueur sera seulement, enfin la hauteur de 10 mètres, eh bien, sera très bien en cas de navigation dans les pires conditions de météo, dans du très gros temps, dans une mer démontée. Mais par contre, dans les conditions normales de navigation, de beau temps, eh bien, sera très pénalisant. Ça fera que ce voilier n'aura ne pourra qu'avoir une petite vitesse par petit temps. Voilà, donc ce qui n'est pas bon non plus. Même si sur ce type de voilier, c'est-à-dire un voilier commun, voilier normal, eh bien, on va dire voilier de monsieur et madame tout le monde, eh bien, ce sont donc des voiliers lents par rapport à ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, donc avec les voiliers de course, donc les voiliers de croisière rapide, etc. Et donc, le problème, c'est que les navires lents, eh bien, c'est la double peine. Enfin, en tout cas, euh, pour les petits navires. Parce que il y a une loi, hein, ça c'est une loi de la physique, qui dit que plus un navire est petit et plus sera petite sa vitesse atteignable en termes de longueur à la flottaison. Bon, ça c'est purement théorique, mais effectivement, euh, euh, un voilier de 10 mètres sera forcément moins rapide qu'un voilier de plus grande taille. Enfin, aura un potentiel de vitesse moindre qu'un voilier plus grand. Et donc c'est la double peine parce que non seulement à 10 mètres, eh bien, le voilier a une vitesse limitée, euh, euh, donc double peine parce que bah, non seulement le voilier en question est petit, donc il est plus exposé au mauvais temps, enfin, c'est-à-dire qu'une même vague est forcément plus importante par rapport à un petit voilier enfin un petit navire qu'à un grand, qu'à un grand. Donc en ce sens, on peut dire que le mauvais temps, la tempête arrive plus vite, proportionnellement, donc arrive plus vite sur un petit navire qu'un grand. Et ensuite, eh bien le fait
d'être lent, et bien fait que il ne peut pas échapper aux dépressions, au système euh, dépressionnaire, enfin c'est-à-dire aux tempêtes, ouragans, typhons, cyclones. Donc il n'a pas la capacité du fait de sa lenteur de pouvoir y échapper à temps. Voilà, donc c'est la double peine. Voilà, voilà. Ça c'est le problème des petits navires, des petits voiliers. Voilà, donc la double peine parce que donc un voilier de plus grande taille ira plus vite, donc pourrait donc en stratégie de navigation pouvoir plus facilement échapper à une menace météorologique, à une tempête. S'il devait être atteint par cette tempête, eh bien, de fait de sa plus grande taille, il sera plus sécurisant. Voilà, il sera forcément plus sécurisant. Même si par la force enfin la nature ayant une force illimitée, eh bien, un navire, quelle que soit sa taille, peut être menacé par les conditions de navigation. Voilà. Donc on va faire le navire le plus grand, le plus puissant, enfin tous les superlatifs. Il pourrait toujours être mis en danger par l'océan, par les conditions de navigation. Mais évidemment, cette mise en danger arrive beaucoup plus vite avec un navire plus petit. Voilà. Donc, il faut que je trouve le compromis avec une hauteur de mât, une longueur de mât, une surface de voile qui soit réduite par rapport aux plans originaux, mais pas trop non plus, de façon encore une fois, à ne pas porter atteinte au potentiel nautique du voilier. Voilà, donc ceci reste à définir. Voilà. Je vais peut-être mettre la longueur du mât à 10,80 m. Voilà, 10,80 m, ça ferait donc ça. Bon, c'est déjà, on voit que ça marque déjà une différence. Voilà. Parce que 12 mètres, ce serait ça. Donc, enfin bon, ceci reste à définir. Voilà. Voilà. Et donc, la baume. Alors là, je pense installer un système de baume pour la grand voile, qui se tiendra donc sur le haubans, voilà, et qui ne sera pas sur enrouleur. Voilà. Donc, si j'opte pour que la grand voile puisse s'enrouler autour de la baume, donc système qui sera plus sécurisant et nettement plus pratique qu'avec un système d'affalage classique de la voile, de ferlage de la voile. Par contre, ne permettra pas, je pense, de pouvoir mettre des lattes au niveau de la voile. Ce qui fait que la voile perdra en efficacité, sans lattes, en rendement. Mais par contre, le fait qu'il n'y aura pas d'enrouleur, il y aura moins, sur l'angle d'attaque de la voile, il y aura moins de turbulence, puisqu'il y aura juste l'aubanage. Et donc, de ce côté-là, la voile récupérera en efficacité ce qu'elle perdra de l'autre. Voilà.
Donc bon, ceci sont des détails qui restent à définir. Probablement qui au final euh, je- ces décisions seront arrêtées seront prises définitivement avec donc l'intervention d'un maître voilier. Euh, voilà, donc voilà, expert donc pour ce type de gréement. Voilà, pour ce type de voilier. Voilà, donc, mais ça c'est du détail. Voilà. Alors, amas bipode, donc je disais amas bipode parce que le but est que en cas de chavirage, le mât puisse tenir, que le voilier ne démate pas fatalement. Voilà. Donc pour ça, il faut un mât particulièrement résistant. Voilà. Qui, au cas où le mât serait brisé lors du chavirage, lors de l'impact d'une énorme déferlante, ou je ne sais quelle autre scélérate, vague scélérate, eh bien, le fait qu'il soit bipode permettra de le remater en parfaite autonomie, voilà, sans l'aide d'assistance extérieure, voilà, de ne pas avoir besoin d'accoster, d'être en zone portuaire pour pouvoir remater le voilier. Voilà, voilà pourquoi je tiens à ce concept de mât bipode. Voilà. Alors là, on voit donc une personne d'1,85 m à l'échelle de la maquette. Voilà, donc bon, bah, voilà ce que ça pourrait donner lorsque le voilier est posé sur le sol ou est échoué. Voilà, puisque en tant que dirigeable intégral, c'est un voilier qui est conçu pour ça, pour pouvoir s'échouer, se poser directement sur le sol en toute sécurité. Voilà, donc là ça donne une idée de l'échelle. Voilà. Et là, donc, le skipper, donc le personnage, non plus dans le cockpit à l'arrière, mais à l'avant, sur la plage avant. Voilà. Bon, ben, je pense que là j'en ai assez dit, même si il y a toujours, par rapport au projet Godessarc, enfin c'est illimité, hein, il y a toujours autant de choses que, qui me semblent ne pas avoir dites, expliquées et donc qui le restent à expliquer. Mais bon, en même temps, j'ai été trop long. Voilà. À chaque fois, j'aurais voulu arriver à expliquer tout ce que je raconte en un temps beaucoup plus court. Mais encore une fois, tout ça, c'est facile à dire, à faire, c'est autre chose. Voilà, les amis du projet Godessarc. Bon, eh bien, à plus pour la progression euh, donc la mise en forme définitive de ces maquettes, de ces sculptures, de ces représentations de ce que seront réellement les navires du projet Godessarc. Ici, le premier de la, le premier, enfin le voilier de la première phase du projet Godessarc, le
Godesarch, Paquicetus. À plus!